Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo de comprendre comment marche le SSL. Donc dans cette vidéo, en fait, je vous propose de voir une phase spécifique du SSL dans lequel il implémente du cryptage asymétrique. Si vous vous souvenez de ma vidéo que j'avais faite sur le sujet, le cryptage asymétrique est un cryptage qui repose sur deux clés, une clé publique et une clé privée. Il faut savoir que le SSL implémente ce cryptage asymétrique par ce que l'on appelle le cryptage RSA. Qu'est-ce que le cryptage RSA? Eh bien, je vous propose justement de le découvrir dans cette vidéo. Donc moi, je vais vous présenter ici comment est-ce que fonctionne le cryptage, comment est-ce qu'on fait pour calculer les clés et comment est-ce que ça marche pour crypter et encrypter. Mais par contre, vous n'échapperez pas à des maths. Forcément, quand on fait du cryptage, vous aurez des maths. Par contre, j'ai essayé de rendre cela le plus accessible possible. Je serai là pour vous accompagner. Donc normalement, même si vous avez les maths en horreur, ça devrait aller. Donc si vous êtes curieux et que vous voulez voir comment marche le cryptage RSA, eh bien je vous propose tout simplement de continuer cette présentation. Sachez que de toute façon, on va commencer en douceur avec un petit peu d'histoire. Donc il faut savoir que le RSA a été inventé en 1977 par trois mathématiciens du MIT. Donc c'est Ronald Rivest, ici, Adi Shamir, que vous pouvez voir là, et enfin Leonard Haldeman. Et juste comme ça, RSA, pourquoi? C'est pour Rivest Shamir Haldeman. Donc RSA, tout simplement. Il faut savoir que la solution a été brevetée par le MIT en 1983, mais sauf qu'un brevet ne durant pas éternellement, il a été expiré depuis septembre 2000. Ce qui fait que vous pouvez faire ce que vous voulez avec du RSA, vous pouvez même le recoder en PHP, en Java, en ce que vous voulez. Vous pouvez l'utiliser pour vos applications, bref, vous êtes libre, il est dans le domaine public. Donc maintenant ce que je vous propose c'est réellement de voir justement comment on l'implémente et qu'est-ce qu'il nous faut pour l'implémenter. Donc tout d'abord, il va falloir prendre quelques valeurs. Tout d'abord des valeurs arbitraires, puis des valeurs qui vont découler de ces valeurs, mais qui sont des valeurs clés, on va dire, dans le sens des valeurs importantes, pas dans le sens qui génère nos clés. Alors, tout d'abord, on va prendre deux nombres premiers distincts que j'ai appelés P et Q. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs, et j'insiste sur deux diviseurs, c'est 1 et lui-même. Par exemple, 5 est un nombre premier parce que 5 n'est divisible que par 1 et lui-même. J'entends là division euclidienne, c'est-à-dire des divisions entières. Sinon, évidemment, 5 est divisible par 2, ça fait 2,5. Mais ça ne marche pas, moi je veux un nombre qui a un reste égal à 0 quand je prends des entiers. Donc, en l'occurrence, 5 n'est divisible que par 5 et par 1. Par contre, 10 est divisible par 10 et par 1, mais également par 2 et par 5. Donc 10 n'est pas un nombre premier. De même, 1 n'est pas un nombre premier. Pourquoi? Parce que 1 est divisible par 1, et c'est tout. Il n'a pas deux diviseurs distincts. Donc 1, désolé, n'est pas premier. Jusque-là, je pense avoir été clair. Donc on choisit totalement arbitrairement P et Q. À partir de ces deux valeurs, on va en déduire un certain nombre de valeurs. On va notamment en déduire le module de chiffrement, qu'on va appeler n, et qui est tout simplement la multiplication de nos deux nombres, donc P fois Q. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de difficulté. On va également identifier ce qu'on appelle l'indicatrice de l'heure, qu'on a appelée phi de n, et qui est tout simplement la multiplication de P et de Q, mais auquel on a enlevé 1. Donc on fait P moins 1 fois Q moins 1. Vous verrez en quoi ça nous est utile plus tard. Ici, si je veux prendre un petit exemple, pour avoir un petit fil rouge, je vais prendre, bon, vous n'en voulez pas, je prends des nombres petits, évidemment, l'informatique prend des nombres beaucoup plus grands. Donc je vais prendre P qui est égal à 5, je viens de vous montrer tout à l'heure que 5 était premier, et je vais également prendre Q qui est égal à 11. Du coup, n, c'est égal à 5 fois 11, donc 55, et phi, c'est égal à 4 fois 10, donc 40. Maintenant, il va falloir prendre d'autres valeurs. Il y a plein de valeurs. Donc tout d'abord, on va choisir un entier, E, que l'on appelle exposant de chiffrement. Le E doit être notamment premier avec phi de n, et doit être notamment inférieur à phi de n.
Donc ici, mon E doit être premier avec 40 et doit être inférieur à 40. Qu'est-ce que ça veut dire être premier avec un nombre? C'est tout simplement que notre PGCD, donc notre plus grand commun diviseur, est égal à 1. C'est-à-dire, en gros, nous n'avons pas de diviseur en commun. Ainsi, par exemple, si je prends 5 et 21, 5 et 21 sont des nombres premiers entre eux. Pourquoi? Parce que 5, c'est un nombre premier, donc de toute façon, en termes de diviseur, il n'a que 5 et 1. Et enfin, 21, il n'a comme diviseur que 21, 7, 3, 1. Et on peut voir qu'en commun, il n'y a qu'une seule diviseur, et c'est 1. Donc on dit que leur PGCD est 1. Du coup, on voit que 5 et 21 sont premiers entre eux. Par contre, si je prends par exemple 5 et 20, le plus grand diviseur, c'est tout simplement 5. Et si j'aurais pris tout simplement 9 et 21, le plus grand diviseur commun était 3. Donc on voit bien que ces nombres ne sont pas premiers entre eux. Donc là, l'idée, c'est de faire pareil, c'est de trouver E, de prendre un E qui soit premier avec phi, donc moins 40, qui soit inférieur. Ensuite, on va en déduire un nombre D qui s'appelle exposant de déchiffrement. Donc là, je vous demande de me croire de manière aveugle. C'est un théorème qu'on appelle le théorème de Bézout et que je ne vais pas vous montrer actuellement, et qui dit que quand on a deux nombres premiers entre eux, alors il existe une combinaison telle que E fois un nombre plus phi fois un nombre est égal à 1. Ça, voilà, c'est un théorème, le théorème qu'on appelle de Bézout, qui dit que quand deux nombres sont premiers entre eux, il existe une combinaison de telle sorte qu'on puisse arriver à 1. Cela peut également se traduire d'une autre façon, dans le sens où on peut dire que ED est congru à 1 modulo phi de n. Alors vous n'êtes peut-être pas adepte des congruences, ce n'est pas compliqué. En réalité, ici, on dit que quand on prend ce nombre qui est ici, ED, quand on va le diviser, une division euclidienne, je parle, avec phi de n, je vais avoir comme reste 1. C'est tout ce que ça veut dire. Et l'idée ici, c'est de trouver notre fameux D de telle manière à ce que D soit inférieur également à phi de n, et de telle sorte que E fois D est congru à 1 modulo phi. Donc si je vais reprendre notre exemple, je prends E égale 13. Pourquoi? Parce que tout simplement le PGCD de 13 et de 40 c'est 1, et que 13 est bel et bien inférieur à 40. Et ensuite, je vais tout simplement prendre D égale 37. Pourquoi? Parce que 37 fois 13, c'est égal à 481. Et 481 moins 1, c'est égal à 12 fois 40. Donc ici, si j'aurais fait un E fois D, je serais tombé sur 481. Divisé par 40, et ce qui va me rester, c'est le petit 1 qui est ici. Donc c'est bien congru à 1 modulo phi de n. Mais pour bien vous montrer que jusqu'à maintenant, je l'ai choisi totalement arbitrairement, j'aurais très bien pu prendre E qui est égal à 7, parce que le PGCD de 7 et de 40, c'est 1, et 7 est inférieur à 40. Et du coup, j'aurais pris tout simplement D qui est égal à 23, car 7 fois 23 est égal à 161. Et j'ai oublié ici, ça, tu sens la mauvaise erreur de copier-coller, mais bon, c'est pas grave. 161 moins 1, ça fait 160, qui est égal à 4 fois 40. Donc, 161 modulo 40, ça nous donne 1. Donc, vous voyez bien que ici, jusqu'à maintenant, j'ai pris des valeurs arbitrairement. J'aurais pu prendre 13, comme j'aurais pu prendre 7. Bon, en l'occurrence, on va partir sur 13. Donc maintenant, on a nos clés, en réalité. Nos clés, en fait, c'est un couple de deux informations. Tout d'abord, c'est n, donc ici, c'est 55, et le E qu'on a trouvé tout à l'heure, donc c'est-à-dire 13. Et ce duo, ce couple, forme ce que l'on appelle notre clé publique, c'est-à-dire c'est la clé qu'on va donner à tout le monde. Et de l'autre côté, nous avons également la clé privée, qui est formée du couple n, et cette fois de D, donc c'est-à-dire 37. Jusque-là, ça va?
Alors on continue. Pour chiffrer un message, en fait on va découper, on va prendre chaque lettre et on va mettre cette lettre, on va utiliser le code ASCII pour récupérer sa valeur numérique et on va tout simplement mettre à la puissance E cette valeur. Ensuite, on va faire tout simplement le modulo n, donc on va faire la division euclidienne avec n, et le reste, que j'ai appelé ici c, est ce que je vais tout simplement récupérer, c'est tout simplement notre lettre codée. Prenons un exemple. Ici j'ai Momo, ça, lu. Le code ASCII des lettres suivantes, c'est cela. Donc c'est 0,83, 0,65, 0,76, 0,85, 0,84. Comment est-ce que je le sais? Je vais tout simplement regarder la table ASCII. Vous tapez table ASCII sur internet, vous trouvez plein de tableaux. Et ici, je cherche tout simplement S par exemple. Et S, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir que sa valeur c'est 83. Le U qui est ici, c'est bien 85, et le T qui est là, c'est 84. Si je retourne sur là, on peut voir S83, U85 et T84, tout simplement. Bref, ces nombres, on les met à la puissance 13, du coup, puisque E c'est 13, je vous le rappelle, et on fait le modulo de 55. Pour ceux qui ne connaissent pas cette écriture, le pourcentage utilisé comme opérateur signifie modulo. Donc, je vous propose de faire le calcul pour 1 pour vous montrer que je ne vous ai pas arnaqué. Donc, si je fais 83 puissance 13, ça me donne un nombre relativement important. Et ici, je fais un modulo de 55. Et ça me donne 0,18. Et j'ai procédé ainsi de suite pour chacune des tout simplement des lettres et de leur équivalent ASCII. Ici on pourrait croire que j'ai juste enlevé 55, ici aussi on pourrait le croire, sauf qu'on voit bien que ce n'est pas en réalité toujours le cas, parce que ici je n'ai pas enlevé 55. Sinon ça m'aurait fait 105. Et de même ici, si j'aurais rajouté 55, ici je n'aurais pas eu un 4, mais j'aurais eu un 9. Donc non, ce n'est pas aussi simple que d'enlever 55. Pour ceux qui croiraient déduire. Bref, à partir de ces nombres, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste à regarder tout simplement leur équivalent ASCII à partir de ma table qui est ici. Donc on peut voir par exemple j'ai 18, 10 et 21. Donc on peut voir ici 10 c'est tout simplement une nouvelle ligne, donc c'est l'équivalent d'un entrée. Le 18 c'est device control 2, et enfin le 21 c'est un negative acknowledge. Il faut bien savoir que dans la table ASCII, il n'y a pas que des caractères imprimables. Il n'y a pas que des espaces, des parenthèses, des chiffres, etc. Et également tout un tas d'informations, donc le nul, le start text, le acknowledge, la nouvelle ligne, des caractères que l'on ne voit pas forcément, mais qui pourtant sont là et qui sont quand même assez importants. Par exemple, je vais ici, là j'ai un PDF, c'est mon cours de BI. Je vais l'ouvrir avec Notepad++. Donc là, j'ouvre un PDF en mode texte brut. Et notamment dans le flux de données, donc le stream, on peut voir que ici, j'ai des caractères bizarres. Mais j'ai surtout, du coup, des caractères non imprimables que Notepad++ affiche. Merci Notepad++. Mais voilà, on peut retrouver ici le NAC, donc le non acknowledge. On peut voir ici le device control 2 et le retour à la ligne, il ne doit peut-être pas y en avoir, mais bon, on peut voir en tout cas qu'il y a bel et bien dans nos fichiers tout plein de caractères qui ne sont pas imprimables, qui ne sont pas normalement affichés, et qui pourtant sont un petit peu de partout. C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Du coup, dans notre présentation, on a ça. Ici, on a un device control 2, un retour à la ligne, un NAC. Ici, 50, on tombe sur 2, donc on tombe sur un caractère imprimable, disons. Et on a également un can, donc un cancel, si je me souviens bien. Et en fait, du coup, on va envoyer ça. Et lui, de son côté, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre la lettre codée, et il va utiliser l'exposant D,
Donc cette fois, il va prendre ce que vous lui avez envoyé, on le met à la puissance d, et on fait la division euclidienne avec n, donc ici 55, et normalement on va retrouver notre message. Donc ici, je reprends mon code, je récupère les codes ASCII, je le mets à la puissance 37, et je fais modulo 55. Alors là, vous me dites, Yann, t'es complètement fumé. Lorsqu'on fait un modulo, normalement, les valeurs qu'on trouve sont toujours inférieures au nombre auquel on a fait le modulo. Donc ici, c'est pas normal que tu aies des nombres supérieurs à 55. Et c'est vrai. Je vais prendre ici 18. Donc je vais faire 18. Et je vais le mettre à la puissance 37. Donc ça me donne un nombre relativement énorme. Et je vais faire un modulo 55. Et ici, j'obtiens 28. Sauf que, effectivement, pour retrouver mon message, ici, il faudrait que je rajoute, simplement, en réalité, 55. Comment ça se fait? Ne vous affolez pas, en fait, ça marche très bien. C'est juste qu'en fait, j'ai pris un n qui est anormalement, on va dire, anormalement petit. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un ordinateur et je ne peux pas faire des calculs très longs. Donc moi j'ai pris 55 et il se trouve que le code ASCII, lui, il monte jusqu'à je ne sais même pas. Il monte jusqu'à 127. Non, je pensais qu'il montait plus haut. Mais c'est pas grave. Donc il monte jusqu'à 127. Et moi, mon 55, il est un petit peu en dessous. Sauf qu'en fait, le problème ne se poserait absolument pas si j'avais une valeur qui est supérieure à 127. Et juste pour vous donner une idée, un n pris par un ordi, c'est ça. Ça, en fait, c'est un n qui a été encodé en RSA. C'était un défi qui avait été lancé, qui était l'idée, c'est de, on a généré ici une clé, enfin, on a généré ici un n en RSA 2048, et le défi, c'était de trouver, est-ce que vous êtes capable de le craquer et de trouver les deux nombres premiers, P et Q. C'était le défi et je crois qu'il est toujours en vigueur parce qu'on n'a toujours pas été capable de craquer et de retrouver à partir de n les deux nombres premiers qui ont permis son élaboration. Mais globalement, vous voyez que ce nombre, il est juste un petit peu, c'est vrai, mais il est un petit peu supérieur à 127. Donc il n'y aura pas de problème de rajouter 55, le nombre passera bien. Mais bref, le fait est que donc là, effectivement, j'ai un petit peu triché, j'ai dû rajouter 55, ce qui ne casse pas le modulo. Du fait que je rajoute ici celui par quoi je divise, le reste toujours bon. C'est juste pas le reste optimal. Et à partir de ça, tout simplement, je retrouve mon message « Salut ». Donc, la question qu'on peut se poser, c'est « Mais au final, comment ça se fait que je retombe sur « Salut ». Alors là, par contre, c'est une explication qui va être réellement mathématique. Ici, je fais C2D. Jusque là, ok. C, c'est quoi? C, c'est M à la puissance E. Donc quand je fais C puissance D, en fait, c'est comme si je faisais M puissance E puissance D. Donc la puissance d'une puissance, ça fait la multiplication des deux puissances. Donc c'est comme si j'avais M puissance E fois D modulo N. D'accord? E de D, c'est quoi? E de D, on l'a vu tout à l'heure dans les définitions. Quand je fais E de D divisé par phi de N, j'ai un reste qui est égal à 1. Autrement dit, E de D, c'est égal à 1 plus un nombre de fois phi. Le nombre pouvant être positif ou négatif. Donc c'est-à-dire que E fois D est égal à 1 plus K fois phi de N. Du coup, ma puissance E D, c'est comme si j'avais M, puissance 1 plus K fois phi de N, modulo N. Du coup, je pense que vous savez les puissances. Quand on a une addition, c'est qu'en fait, une addition de puissance, c'est juste une multiplication des deux puissances. Donc, en l'occurrence ici, j'ai M de 1 fois M de K fois, donc phi, pour ceux qui se rappellent, c'est P de moins 1 et Q moins 1. C'est la multiplication des deux. Donc, cette égalité est vraie. Et ensuite intervient un théorème très important que, pitié, je vous demande de me croire encore une fois sur parole. J'ai déjà dû faire la preuve en spécialité maths en terminale S, et ça m'avait pris 3 pages de mémoire, donc
prenez ça comme vrai. Le petit théorème de Fermat énonce que quand on a un nombre quelconque à la puissance b-1, alors quand on fait un modulo b, on a toujours comme reste 1. Donc a puissance b-1 est conclu à 1 modulo b. Attention, il y a une contrainte toutefois, il faut que b soit un nombre premier. Jusque là, vous êtes d'accord? Vous avez compris? Bien. Du coup, bon, mon n il est là, il est mignon, je le garde. Et maintenant, je vais isoler ça. Donc, je vais faire m de k fois p-1 puissance q-1. Et n, c'est quoi? N, c'est p fois q. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir a. Q et p sont des nombres premiers, donc je peux très bien utiliser le théorème de Fermat. Donc j'ai ici q va devenir mon b. Et là j'ai q-1. Et ici j'ai un modulo q. Du coup, tout ça, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 1. Et du coup, 1 fois n, qu'est-ce que ça donne? Et bien ça donne m. Donc c puissance d est congru à m modulo n. C'est pour ça que le d nous permet de retomber sur le message. Maintenant, la question tout à fait légitime, c'est est-ce que tout cela est sûr? Alors, pour décrypter un message, il faudra casser, trouver l'autre clé. Or, pour casser l'autre clé, imaginons on a E qui est la clé publique, on veut D. Le seul problème, c'est qu'il nous manque une information, il nous manque phi. Parce qu'à partir de phi de n, on peut en déduire l'autre morceau de la clé, puisqu'on sait que à partir de cette égalité-là, on serait capable d'en déduire la clé opposée. Donc si on a D, on serait capable de déduire E, si on a E, on est capable de déduire D. Mais il nous faut phi. Pour trouver phi, et un phi, c'est P-1 fois Q-1. Or, il nous faut avoir Q et P du coup. Et comment est-ce qu'on peut avoir Q et P? Il faut arriver à factoriser n. C'est-à-dire qu'on a n, c'est donné dans la clé publique, donc il n'y a pas de secret. On a n, et il faut qu'on trouve P et Q, de telle sorte que P fois Q, ça nous donne n. Or, on l'a vu tout à l'heure, la difficulté, en fait, c'est que plus n est grand, plus la difficulté de factoriser n est grande. C'est pour cela que les ordi ne sont pas cons, on a augmenté les longueurs, et on est arrivé actuellement sur du RSA à 2048, qui est une longueur extrêmement longue, et donc arriver à factoriser cela, on n'y est toujours pas arrivé, et je crois que ça fait 6 ans. Donc on peut penser que c'est relativement sûr, pour le moment. Après, vous connaissez la loi de Moore, on dit que la puissance de calcul d'un ordinateur double, c'est même pas, elle augmente juste, elle double tous les 1 an et demi. Donc globalement, ce qui semblait impossible il y a des années devient de plus en plus possible. C'est pour cela qu'on augmente de plus en plus les longueurs. À la base, on faisait du RSA 1024, maintenant on fait du RSA 2048. Donc ne vous inquiétez pas, des mises à jour sont faites pour que justement on augmente la clé quand on commence facilement à trouver des factorisations qui nous permettraient du coup d'en déduire phi de n, qui nous permettrait d'en déduire d, et qui nous permet ainsi d'en déduire la clé privée, et du coup de briser toute la sûreté de nos échanges, puisque rappelez-vous, une fois que la clé privée est connue, l'échange n'est tout simplement plus sûr. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le RSA, sur son histoire, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça fait que lorsqu'on crypte avec une clé publique ou la clé privée, on est capable de décrypter avec l'autre. Donc on a vu l'exemple avec D, mais vous avez bien vu qu'au final, l'ordre importe des peu. Si j'avais décrypté avec E, ça voulait dire que j'avais crypté avec D, ce qui aurait fait que j'aurais eu m puissance d, le tout à la puissance e, ce qui serait revenu comme tout à l'heure, m puissance e fois d. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez compris comment marche le cryptage RSA, vous avez pu voir réellement comment fonctionne un cryptage asymétrique, c'est-à-dire avec 2 paires de clés. Vous avez vu comment on a pu générer nos clés, donc c'était
fait arbitrairement, hein. On a pris différentes valeurs, on en a déduit d'autres, et on a fait ainsi un duo de clés. Et vous avez vu comment est-ce qu'on code et qu'on décode avec ces clés-ci. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a plu, faites-le moi savoir. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci.